Alors, je vais vous présenter une étude en cours qui s'effectue sur un stuc qui est conservé au Louvre et qui s'inscrit en fait dans un projet plus vaste. C'est un projet que je conduis actuellement sur les décors en stuc provenant de tombeaux d'époque romaine à Puzzol, un projet européen. Ces décors ont été prélevés de leur contexte d'origine au XIXe siècle et ils se retrouvent maintenant dans des collections de musées, exposés ou non. Et l'objectif de ce projet est d'abord de retrouver les stucs qui sont conservés dans ces collections, de retracer leur histoire de l'Antiquité à nos jours, quand c'est possible, d'étudier l'iconographie et la technique de ces stucs, et de remettre en lien tous ces objets qui, à la base, faisaient partie d'un même ensemble de décors, enfin de plusieurs mêmes ensembles de décors. Donc il y a environ 70 stucs, la plupart se trouvent au musée archéologique de Naples et au British Museum, et puis il y en a un au Louvre. Il y a peu d'informations concernant cet objet dans les archives du Louvre. Il est mentionné dans le catalogue des peintures du Louvre. Il entre dans la collection en 1965. Il a le numéro d'inventaire P107. Et au moment où il rentre, il est inséré dans une caisse en bois. Et il y a une étiquette dessus qui signale que le fragment provient d'un plafond situé à Puzzol. Il y a également, on ne le voit pas ici, mais sur un des côtés de la caisse en bois, un ancien numéro d'inventaire qui nous indique qu'il a fait partie de la collection Guimet avant de rentrer dans la collection du Louvre. Donc en 2022, le stuc était plutôt dans un état de conservation pas très bon, parce qu'il présentait d'importantes cassures, il tenait plus en place dans sa caisse en bois, a été restauré par Céline Mojaret-Guinet et Guillaume Devilliers et Camille Devilliers du C2RMF. Et à cette occasion, le stuc a été nettoyé, démonté, on a enlevé toutes les restaurations anciennes. Et puis, il a été repositionné, donc la caisse en bois a été enlevée, et il a été repositionné dans une caisse transparente en plexiglas. Et c'est grâce à cette opération en fait, de restauration que j'ai pu voir le stuc qui a été déplacé pour l'occasion dans les sous-sols du Louvre. Donc vous voyez le stuc restauré à droite. Et puis en plus il est en couleur, là j'avais qu'une photo noir et blanc pour le stuc non restauré. Donc il s'agit d'un caisson concave qui mesure 43,5 cm par 48,5 cm, de forme rectangulaire, dont les bords sont soulignés par une moulure qui est composée de plates-bandes, de filets et d'une frise de languettes. Cette moulure encadre une scène figurée qui est traitée en bas-relief de stuc blanc sur un fond rouge ocre. Alors, le décor met en scène deux personnages et un animal sur un même plan, dont les pieds des personnages en fait s'appuient sur une ligne de sol qui est matérialisée par le cadran stuc. À gauche, on trouve un homme debout, nu, imberbe, il tient une massue de la main droite, le corps de face, le visage de profil, et puis légèrement déhanché. Il regarde sur sa gauche en direction d'un groupe qui est composé d'un enfant et d'un animal. L'enfant est situé sous le ventre de l'animal au sabot fendu, il est en train de téter. Donc en fait on reconnaît facilement ici la scène de Hercule qui regarde son fils en train de téter la biche. Ce mythe, le mythe qui nous montre Hercule qui regarde l'allaitement de Télèphe, en fait, est d'origine grecque. Il est bien connu dans le monde romain. On en a des représentations en peinture, en sculpture, en terre cuite, en numismatique, en glyptique aussi. Là, j'en ai pas, mais et je vous ai mis quelques exemples que je ne vais pas commenter parce que j'ai pas le temps. Mais on note que le schéma iconographique donc de notre stuc au Louvre a plutôt une forme classique de la représentation du mythe, avec une chose étrange, quand même, une bizarrerie, voilà. C'est que la scène de l'allaitement du jeune Télèphe ressemble ici plus, en tout cas davantage, à la scène d'allaitement de Romus et Romulus, qui tètent la louve par rapport à la position de l'enfant. Enfin, il est vraiment au centre du ventre, alors que normalement, les mamelles de la biche sont plus en arrière, donc
Donc voilà, c'est une espèce d'association entre ces deux mythes d'allaitement. Mais j'en reviens à l'histoire du stuc. C'est une histoire donc qui peut être complétée par des informations qui se trouvent dans le Bollettino Archeologico Italiano, un périodique sur l'archéologie nationale italienne, édité par l'archéologue Giulio Minervini, qui était alors inspecteur de la section numismatique au musée archéologique de Naples, au musée royal. Et dans ce volume de 1861-1862, qui est l'unique en fait volume de la série, Minervini décrit les décors stuqués de 3 tombes romaines qui se situent dans la propriété Fraia à Puzzol. Et il précise qu'il se situe à proximité de la rue Antignana, donc une ancienne rue antique qui reliait Puzzol à Naples, tout près de la Solfatara. Donc la Solfatara, c'est un volcan donc, que vous voyez ici, un bon point de repère dans le paysage. Et Minervini se réfère en fait aux découvertes issues de fouilles non officielles qui avaient été effectuées quelques années auparavant, en 1855, dans une propriété que l'on appelle le Fondo Sopravigna, dans la propriété de Salvatore di Fraia. Donc là, il y a la propriété, le nom du Fondo Sopravigna, je ne l'ai pas retrouvé, mais juste à côté, il y a une Via Vecchia Vigna. Donc peut-être que c'est à mettre en lien, comme les deux noms se ressemblent, mais ça, il faudrait creuser un petit peu. Et on sait que ce propriétaire, Salvatore di Fraia, vend à l'étalage tout de suite les objets antiques qui sortent de ses fouilles. Donc Minervini, dans son texte, décrit les décors et il les positionne les uns par rapport aux autres. Donc, à propos de la tombe numéro 3 qui nous intéresse ici, il dit par exemple que l'entrée de la tombe se fait à l'est, comme celle de la précédente, qu'il y a un seul édicule en dessous sotto la quivolta, donc avec en dessous de la voûte un décor d'amour qui chevauche un monstre marin qui est perdu en fait, que sur les côtés de cet étigule il y a deux décors qui représentent d'un côté un Hercule imberbe nu qui tient une massue et qui regarde la biche qui est en train de téter Télèphe, et que de l'autre côté, il y a une scène aussi mythologique qui représente Andromède, qui est nue et liée au-dessus d'un rocher, prête à se faire dévorer par un monstre, et qu'en face d'elle, il y a un jeune homme qui s'éloigne du danger. Et donc, il décrit encore une partie du décor qui se situerait en dessous de l'édicule et qui montre en fait 2 protomées de monstres marins, d'un griffon et d'une panthère. Le texte de Minervini s'accompagne de 18 gravures qui représentent les décors de ces stucs. Donc, sur la dernière planche, on trouve le stuc du Louvre et son pendant à côté qu'il décrit et qui représente Persée et Andromède. C'est un stuc qui est connu, qui est exposé au British Museum, le stuc de Persée et Andromède, et dont Roger Ling, un professeur anglais spécialiste du stuc, avait déjà bien étudié le dossier pour les stucs qui sont au British Museum. Donc, il y a notre stuc qui est ici. Entouré d'un cercle bleu, les stucs qui sont conservés au British Museum et qui sont déjà bien connus. Et puis, en vert, en fait, les stucs qui composent un même ensemble et qui décorent l'édicule de notre tombeau. Alors, voici réunies les 2 scènes, en fait, celle qui est conservée, donc l'Hercule et le Télèphe qui est conservé dans les dépôts du Louvre, et de l'autre côté, on regarde la scène de Andromède et Persée, qui est exposée, comme vous voyez en bas là sur la diapositive, en fait, il était exposé en vitrine au British Museum.
Donc, ce que je ne vous ai pas dit, peut-être, on revient ici. Voilà, donc Minervini fait cette description, et puis à la fin de son texte, il remercie. Il dit « Je voudrais remercier en fait le signore Giuseppe Di Criscio qui m'a gentiment permis de faire ces dessins. » Donc il nous dit que Giuseppe Di Criscio est le propriétaire de ces stucs. Donc il s'est passé quelque chose entre 1855 où le propriétaire des tombeaux était Salvatore De Fraia, et puis maintenant on a Giuseppe Di Criscio qui a acheté les stucs. Donc je me suis dirigée aux archives historiques de Naples pour en savoir un petit peu plus sur ce personnage qui est connu par ailleurs parce c'est un marchand d'art, il a vendu déjà des choses au musée royal. Et en fait, en cherchant des indices là-dessus, je suis tombée sur des archives inédites des dessins originaux de Minervini, donc que je vous présente ici. C'est beaucoup d'émotions en fait en retrouvant ces dessins, et puis aussi c'est instructif parce qu'on voit par exemple la tête de la biche qu'on n'avait pas, qui était abîmée par une précédente restauration, une ancienne restauration, et on voit que la tête de la biche aussi est un peu maladroite, hein. On dirait un monstre marin, quoi. On dirait pas une biche. Donc voilà, donc ça c'est des études en cours en fait. Je profite des quelques minutes qui me restent pour vous parler de la documentation que j'ai faite sur ce stuc. Donc grâce en fait au nouveau cadre, au cadre transparent en plexiglas qui a été mis en place en 2022 par le C2RMF, on peut voir maintenant la tranche du stuc. Donc c'est intéressant parce qu'on voit les enduits de préparation. Il y a 4 couches distinctes. Elles sont de plus en plus fines au fur et à mesure qu'on les applique. Et puis la dernière est extrêmement fine, pure. C'est celle sur laquelle on va peindre le fond en rouge ocre, et par-dessus, on a les reliefs de stuc qui sont ensuite travaillés à la spatule. Donc j'ai fait une documentation classique avec plein de photos, des photos en lumière rasante, etc. Donc là j'ai mis, pour illustrer, une photo en lumière rasante qui fait ressortir en fait des détails qui étaient sans doute peints et qui ont disparu. On voit très bien qu'il y a des réaux sur le pendant du stuc de Télèphe, donc le stuc de Persée et Andromède. Et on voit par exemple vers le bras, l'avant-bras disparu. Donc déjà on voit que l'avant-bras était relevé. On a cette trace. Et puis on a quand même aussi des restes de réaux en bas qui figure certainement en fait la Léontée d'Hercule qui devait s'enrouler sur l'avant-bras. Je ne sais pas si vous la voyez, mais voilà. Et puis, ce qu'on a fait avec un collègue concepteur de 3D qui travaille au CNRS, Jérôme Louvet, c'est qu'on a élaboré un modèle 3D de ce stuc avec un engin là que vous voyez qui s'appelle le Space Spider, et qui est donc une méthode totalement non invasive qui permet d'avoir un modèle 3D extrêmement rapidement. Je crois qu'il a mis 15 minutes pour faire le modèle 3D qui se montait sous nos yeux. En fait, on avait l'ordinateur à côté et on voyait très bien où il n'était pas passé, donc aucune chance d'oublier un morceau. Et donc il a monté ce modèle 3D. Hyper pratique, parce qu'en fait, surtout dans notre cas, c'est-à-dire que là, on a un objet qui est fragile, on a un objet qui est petit, donc on peut faire le modèle 3D assez facilement. Un objet qui, surtout, après la restauration, est reparti dans les réserves, donc je n'y avais plus accès. Donc en fait, c'était la pièce idéale pour tester ça. Le résultat est ici, c'est extrêmement fin, on a vraiment une reproduction fidèle, en fait, de l'objet, ce qui nous permet aussi de prendre des mesures extrêmement précises. Si on a oublié de prendre telle ou telle mesure, pas grave, parce qu'on a le modèle, on peut prendre les mesures. Là, vous voyez en bas, là, je mesurais la distance là, qu'on observe sur les traces d'un moule. Et on peut également jouer avec les textures. Donc je crois que là, on a sauté. Voilà. On peut également jouer avec les textures. Donc je voulais vous présenter en fait une toute petite vidéo qui montre, c'est le modèle 3D. Je crois que je ne l'ai pas lancé. Est-ce que les vidéos ça marche en fait voilà. Donc ça c'est le modèle 3D élaboré donc, avec Jérôme Louvet, sans la texture. Donc on peut enlever aussi la texture pour faire ressortir par exemple les reliefs. Donc c'est assez parlant.
Vous voyez, donc là, il tourne, ça me permet de vous parler aussi du bord. Donc là, le bord n'est pas très bien fini. C'est parce qu'on ne pouvait pas manipuler le stuc. Donc en fait, on a passé le Spice Spider à travers le plexiglas. Donc à travers le plexiglas, ça a pris quelques points, mais on n'a pas pu prendre la totalité, puisqu'il y avait du polystyrène sur les deux côtés, enfin que c'était pas visible, et qu'on n'a pas pu soulever le caisson. Donc en fait, on a juste cette partie-là, mais c'est pas grave, parce qu'on a son pendant au British Museum, un stuc sur lequel on est en train de faire des analyses similaires, qui a les mêmes mesures, qui a à peu près la même courbure, et donc on pourra recalculer l'épaisseur, en plus en ayant vu l'épaisseur du mortier de préparation, on pourra recaler ça et reconstruire en fait le dos du stuc. Donc très rapidement, juste une application au niveau technique, au niveau de l'étude technique. Ça permet par exemple, sur la frise à languette, là on voit très bien des traces de moule. Donc on s'aperçoit en fait que la frise à languette, elle est très très bien faite sur le côté gauche et en bas. Que sur le côté droit, elle manque de relief. Le moule est bien placé, mais ça manque de relief. Et que sur le côté et que sur la partie du haut, la frise est extrêmement mal faite. Donc, grâce au modèle 3D, j'ai pu tranquillement, sans prendre des mesures sur le stuc, reprendre toutes mes mesures, observer, voir que, par exemple, en bas, on voit un module qui est complet. Donc, on voit que le module est de 4 éléments. Et sur la frise du haut, on voit que en fait, systématiquement, le moule passe par-dessus le moule d'avant, quoi. Donc, en observant ça, on se rend compte, par exemple, je vais très vite parce que j'ai pas le temps, mais on se rend compte, par exemple, que ça c'est la photo pour que vous ayez une comparaison. Que voilà, on peut dire il a commencé de droite à gauche, ça c'est le sens de l'application du moule. En recoupant avec les informations qu'on a dans les archives, on comprend aussi que vu la position du stuc, eh bien cet endroit-là était plus difficile d'accès, donc c'est ce qui explique sans doute les maladresses du moulage. Et donc ça c'est ma diapositive de fin, donc je suis pas trop en retard. Par contre ma conclusion elle est là. Oui, donc voilà. Enfin, en fait, j'ai tout dit, quoi. C'est que l'étude est encore en cours. Il me reste encore des zones d'ombre à éclaircir sur l'histoire moderne du stuc. Hein. Évidemment, j'ai beaucoup de choses, il y a beaucoup d'acteurs, etc. Mais en attendant, ce qu'on peut déjà dire, c'est que le stuc du Louvre a retrouvé son contexte archéologique. Il provient bien de Puzzol, mais il ne s'agit pas d'un élément de plafond, mais d'un décor d'édicule. Et il a retrouvé son environnement décoratif d'origine. 2 collections ont été mises en lien. Le fragment du Louvre a été rapproché d'autres fragments du British Museum et nous sommes maintenant en mesure de proposer une restitution complète du décor de l'édicule. Voilà, donc l'étude croisée continue et j'espère vous la présenter bientôt. Terminé. Merci Dorothée. Vraiment superbe étude et les aspects techniques sont hyper intéressants. Mais malheureusement, on a eu le temps pour une question seulement dans la salle. On est un peu en retard. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer pour une question pour Dorothée ? Au niveau de la couleur, il y a juste le fond qui a ces traces rouges. Non, il y a des traces de polychromie sur la frise. Et il y a peut-être même aussi quelque chose sur le corps en fait, des personnages.